Et donc, on va parler de modélisation. Et tout à l'heure, je vous parlais de deux types de modélisation. C'est-à-dire, avant même que l'image n'arrive à notre niveau, avant même, pendant la prise de vue, cette modélisation est nécessaire. Donc, elle permet de mettre en cohérence les images aux normes cartographiques, surtout dans les conditions de relief accidenté. Et donc, le principe général de la modélisation, on va parler d'abord de modélisation géométrique, l'aspect géométrique. Donc, le principe, c'est de localiser un pixel de l'image brute au sol et inversement, calculer quel pixel de l'image brute a observé un détail du terrain. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La modélisation géométrique consiste à, c'est-à-dire à faire coïncider la réalité et l'image. Parce que sur l'image, on a des pixels. En réalité, on n'a pas les détails qui sont. Donc, il faut qu'on fasse une modélisation de sorte que le pixel qui représente le champ de maïs, lorsqu'on projette ça au sol, on a ce champ de maïs. Et si on est parti du champ de maïs au sol, on fait des projections sur l'image, il faut qu'on retrouve ce pixel champ de maïs à la position exacte. C'est ça. Parce que si ça s'est déplacé, on a un problème. On a un problème. Et donc, il faut trouver une relation mathématique qui lie les deux. C'est ça que la modélisation de la prise de vue. Donc, elle consiste donc à localiser un pixel de l'image. L'image est ici, au sol, et inversement, calculer quel pixel de l'image a observé un détail du terrain. Et à trouver donc entre les deux, en fait, ce n'est pas parce que je parle de projection, tout ça, mais ce sont des relations mathématiques qui vont permettre donc de lier les deux. Et donc, il faut d'abord, avant et pendant la prise de vue, il faut que cette modélisation soit faite pour que l'image qui est prise soit localisée. Ou non. L'image qui est prise donne effectivement la cible. Voilà. Donne effectivement la cible et dans sa position réelle. Parce que tu peux donner des végétations, tout ça, et puis tu projettes, et tu dis c'est Abidjan, mais quand on regarde à ce public, ou bien c'est quoi, de l'avoine. Est-ce que ici, là, nous, on cultive l'avoine? On va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Et donc, il y a deux modèles qui vont permettre de faire ça. Il y a le modèle direct et le modèle inverse, comme on a vu. Hein. Donc, c'est partie de l'image de la réalité, localiser le pixel, partir du pixel, retrouver la réalité. Et donc, il y a le modèle direct et le modèle inverse. Donc, le modèle direct est une fonction de localisation, relation mathématique, qui permet de localiser tout pixel L, C. L, c'est la ligne, et C, c'est quoi? La colonne. LC de l'image au sol à l'altitude H. Et le modèle inverse, c'est la réciproque. Relation mathématique permettant de savoir quel pixel a observé un détail au sol. Donc, vous voyez que ce sont des... Ici, je n'ai pas développé ces relations mathématiques, se trouvent dans vos ressources. Vous voyez? En fait, on fait ce cours. Ce n'est pas pour faire forcément des calculs compliqués, mais peut-être ceux qui sont venus de la physique, il y a des gens ici qui sont venus de la physique, voilà, qui veulent pousser plus loin, que vous rentrez dans ces relations-là, et puis faire sortir des algorithmes qui vont nous aider à faire des traitements spécifiques sur nos images ici. Voilà. Mais moi, je fais ce cours dans ce cours, c'est pour vous montrer qu'avant que l'image ne soit acquise, avant que l'image
arrive même à notre niveau, il y a eu des travaux préliminaires, des travaux de modélisation géométrique pour que l'image qui est présente soit coïncide réellement avec sa position sur le terrain. Ouais. Parce que si, donc en faisant ça, on prend des images qui obéissent aux normes cartographiques. Parce que toutes les images que nous prenons, on ne va pas travailler sur ces images-là de façon isolée. On va travailler sur ces images-là dans le système géodésique international. Et donc, si ces images ne sont pas aux normes, donc ceux qui ont des satellites, qui lancent des satellites, qui prennent les images, ils ont conscience de ça et ils font cet acquis préalable, ce travail préalable pour que l'image qui est acquise soit vraiment représente au maximum la réalité au niveau de sa position géographique. Ensuite, il y a aussi ce qui va se faire au niveau de la radiométrie, du contenu informationnel de l'image. Il y a aussi un autre type de modélisation qui va se faire à ce niveau. Et donc, le modèle radiométrique est la relation entre le compte numérique brut X mesuré par une image et la luminance L et Q en entrée de l'instrument. L'instrument ici, c'est quoi? C'est le capteur. Donc, les différents constituants donc, de la chaîne image intervenant dans cette relation, les voici. Donc, vous voyez, on a parlé de détecteurs, chaîne vidéo, on a la luminance qui entre ici au niveau de l'instrument et qui ressort. Et donc, tout ce parcours-là, parce que même il y a d'abord cette luminance-là n'a pas commencé au niveau de l'entrée de l'instrument. Elle a traversé aussi l'atmosphère avant d'arriver à l'entrée du capteur. Et donc, il y a un système de traitement, de modélisation qui va être mis en œuvre pour que l'image qui ressort de là, quand l'image dit que moi, quand l'image montre des champs de mangue, hein, il faut que ce soit vraiment des références de mangue qu'on retrouve sur l'image. Il faut que l'information du pixel reflète l'information de la réalité. Vous voyez la différence entre les deux. Le premier type de modélisation, c'est par rapport à la position géographique. Il faut que ça soit, voilà, il faut que ça soit la même position. Ensuite, il faut que l'information, les bananiers, les cacaoyers, les maisons qui sont sur le terrain, il faut que ce soit ces mêmes informations-là qu'on retrouve au niveau des différents pixels. Donc, ce sont des modélisations qui sont faites pour qu'on puisse retrouver les choses telles que c'est. Sinon, autrement, on peut dire qu'on a pris des champs de... On a pris le campus de Cocody. Or, ce n'est pas le campus de Cocody. C'est quelque part vers Assini ou bien Port-Brousse. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a des relations mathématiques importantes qui sont cachées derrière tout ce que je suis en train de dire. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de bandes, on a parlé de capteurs hyperpanchromatiques, multispectrales, hyperspectrales et ultraspectrales. Et donc, on va parler un peu des bandes qui sont liées aux images qui sont prises par ces capteurs. Et donc, les images panchromatiques sont obtenues à partir de l'enregistrement d'événements réfléchis dans un unique intervalle de longueur d'onde situé dans le domaine généralement divisé. Et bien que moins riche du point de vue de la résolution spectrale, l'image panchromatique offre plutôt une résolution spatiale plus importante. Ensuite, on a l'image multispectrale
ça enregistre ce sont des images qui ont été enregistrées dans un petit nombre de bandes spectrales, 3 à 11. Des bandes spectrales qui ne sont pas nécessairement contiguës. On a vu dans l'ANSAT TM, on a une image dans le bleu, dans le vert, dans le rouge, dans le proche, infrarouge, dans le infrarouge et puis dans l'infrarouge thermique. Et puis il y a une bande panchromatique. Donc, ce qui fait que TM, l'ANSAT TM a 7 bandes. Hein? Donc, on va jusqu'à de 3, c'est-à-dire ces images-là ont été enregistrées dans 3 jusqu'à 11 bandes. Il y a Aster, par exemple, il y a, je crois, presque 11 bandes. Et là, on voit cette décomposition-là. Vous voyez ici, dans SAT, on voit plusieurs bandes. Dans SAT TM, je disais tout à l'heure, 7 bandes, voici ces 7 bandes. Et Spot, à ces 4 bandes, on a une bande panchromatique et on a une bande, on a 3 bandes multispectrales. Ensuite, on a les images épaisses spectrales qui sont obtenues par des capteurs capables d'enregistrer l'information dans une multitude, c'est-à-dire 100 à 200 et plus de bandes spectrales de largeur fine, 10 à 20 nanomètres, et souvent contiguës. C'est très important dans les portions du visible, du proche infrarouge, de l'infrarouge moyen, du spectacle. Les données hyperspectrales sont acquises selon 3 directions, 2 spatiales et 1 direction spectrale. Et une représentation possible de ces données peut être faite sous forme de cube hyperspectral. Donc, vous voyez ici, on a la possibilité de les voir sous forme de cube, puisque on peut les représenter comme en perspective. Il y a la bande spectrale, la dimension spectrale qui fait que, sinon généralement c'est X, Y. Mais ici, on a une dimension spectrale qui fait que on a plusieurs pixels qui sont empilés. Et donc, ici, on a un pixel et voici le spectre de ce pixel-là. Et donc, elles fournissent donc les images hyperspectrales une information plus détaillée des propriétés spectrales d'une scène et permettent une identification et une discrimination plus précise. Chaque pixel contient l'information recueillie dans de larges fenêtres d'acquisition étalées sur la totalité du spectre du visible et de l'infrarouge. La quantité à stocker est énorme, il demande beaucoup d'espace de stockage. Donc, on a par exemple le spectromètre aéroporté APEX, qui enregistre dans 285 bandes entre 400 et 2500 nanomètres, avec un intervalle de longueur d'onde inférieur à 5 nanomètres dans le visible et le proche infrarouge et 10 nanomètres dans le moyen infrarouge. Donc, vous voyez que ce sont des fous qui parlent comme vous. Il y a trop d'informations que ces images-là contiennent. Que ces images contiennent. Et donc, on se demande, mais on a le pancro. Avec le pancro, on a tous les détails au sol. Pas tout, la plupart des détails au sol. Ensuite, on a le multispectral qui nous donne quand même, on a travaillé avec l'ensemble depuis, pourquoi le spectral? Ou bien la question n'est pas passée par, c'est passé, donc donnez-moi la réponse. Pourquoi le spectral? Pourquoi le spectral? J'ai déjà dit, pour les matériaux qui n'ont pas réfléchi normalement dans les formes multispectrales ou panchromatique, ça peut apparaître avec les capteurs hyperspectraux. Oui, ça c'est. Mais... Plus de questions. Plus de questions, parce que je suppose que tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que je crois avec les images de traces spectrales dans l'introduction, les euros plus de traces spectrales. Donc, on rentre plus dans les détails. On dit que
Non. Non. Le Cubeburg n'est pas une image qui fait spectacle ni du transport. C'est juste le Cubeburg a une part emblématique à cette résolution. Je voulais faire cette résolution. Ce n'est pas parce que la résolution spatiale n'a rien à voir avec la résolution spectrale. Ça, c'est très important. Non, avec le plateau du transport, encore plus d'images. Je suis dans ultra et hyper spectral, oui. Oui, plus d'images. Ce n'est pas plus d'images. Vous êtes des spécialistes. C'est le mot que je peux vous passer sur oui, c'est ça. Ils ont une bonne résolution spectrale. C'est quoi même? C'est ça. C'est quoi? Une image hyper spectrale. Dans quel sens? Au sens spectral, mais dans quel sens? Parce que ce n'est pas plusieurs images. C'est la même image prise dans différentes bandes. C'est ce que vous ne dites pas. Parce que quand vous dites plusieurs images, c'est comme si c'est plusieurs images. Ce n'est pas plusieurs images. C'est la même scène. C'est le même pixel. La table qui est là. C'est comme si j'ai un appareil photo. Je subdivise le vert, là, la bande verte du spectre là, en 20. Et je reçois la réponse de cette table-là dans les 20 subdivisions. Je passe dans le bleu. Je fais la même chose. Dans le rouge, je fais la même chose. Et c'est ce que cet acteur a en capacité de faire. Mais pourquoi cela? Oui. Pourquoi quelqu'un va prendre son temps pour subdiviser les différentes bandes de radiation monochromatique comment je vais dire ça? Enfin, les différentes bandes de spectacle du spectre en différentes bandes mono. Je ne sais pas plus. Pourquoi plusieurs détails Ce n'est déjà ça. Bon, madame, dans les autres là, on n'a pas les. Quand il faut par exemple là, de les bonnes rouges, verts et autres, on n'a pas plus de précision en fait. Donc, ils prennent la même bonne, beaucoup de photos là. Ils prennent la même beaucoup de photos, on n'a plus de précision dans la couleur, la bonne. La réalité, c'est quoi le Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit qu'il y a des éléments qui existent dans notre paysage qui ne répondent pas. Qui ne reflètent pas. Lui, j'étais proche, mais son explication n'était pas chose. Voilà. Il y a des éléments là. Peut-être une espèce rare de végétaux, bien de crocodile, qui lui, il s'en fout du bleu, il ne se pas dans le bleu, il ne se pas dans le rouge. Il faut qu'on arrive dans la rue, les autres ne peuvent pas mesurer là. C'est là que nous avons une réponse. Avec le père, le ça, c'est pas la rue, il est là. C'est pour ça qu'on fait le père et le ça, c'est pas. Et puis, ça ne faut pas ces choses un peu développées. C'est pour la sécurité des États. Les militaires ont utilisé ces choses-là. Et puis, vous savez, on va voir qu'avec le PSFA, on peut sur même une troupe qui en marche par quelque part. Vous voyez, les sous-marins qui sont cachés, on peut les voir. Donc, vous voyez que ça revêt un caractère stratégique très important. C'est pour ça que pour les avoir, ce n'est pas facile. C'est un peu cher, mais si on écoute des projets bien ficelés, on peut avoir ces images et puis on peut travailler dessus. Et donc, c'est très important. Ok, donc on va voir ici par exemple, vous voyez, c'est deux images. Ici, c'est un cube multispectral.
vous voyez les mêmes éléments. On a l'eau trouble, on a la verdure, on a l'agriculture, et puis quoi? Bon, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est que je ne sais pas si ça a un lien avec les... Vraiment, je ne sais pas, mais voyons même les autres. Bon, je ne sais pas. Man-made, voilà, en fait, c'est les trucs de l'homme faits par les humains, anthropiques. Mais pour anthropique, là, c'est le terme des anthropiques, c'est des trucs faits par les hommes. Hein? Donc, regardez, ce que je vous disais, que le spectre de ces éléments-là, de ces cibles, dans le multispectral, il est discontinu parce qu'on va d'un point à un autre. Parce que quand une bande à mesurer ici, une autre mesure là, hein, et puis une autre mesure quelque part d'autre, on les relie par 2 points, une droite, 2 points, une droite. Donc, c'est un peu discontinu. Mais lorsque vous regardez ici, le spectre de l'eau, c'est continu parce qu'ici, on a, je ne sais pas, dans peut-être 200 bandes ou bien 300 bandes. Donc, à chaque point, il y a quand même un point qui correspond. Et donc, vous voyez que ici, c'est une image multispectrale d'une zone urbaine. Vous voyez que les deux, dans les détails, en termes de spectral, il y a des détails ici qu'on pourrait ne pas voir ici. Il y a des éléments ici. Ici, plutôt, on pourrait ne pas voir ici. Si on fait une étude très détaillée de la chose, en apparence, ça se ressemble. Mais si on fait une étude très détaillée, on verra qu'il y a des choses qui ne sont pas. Mais d'abord, ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est la différence entre les spectres. Le spectre ici est discontinu dans le multispectral et continu avec l'hyperspectral. Parce qu'il y a plusieurs points contigus. C'est à peu près la même chose ici. Donc, vous voyez ici, ça c'est une image hyperspectrale. Vous voyez comment lui, ces bandes-là, c'est comme des feuilles de papier. C'est contigu, c'est vraiment contigu. Donc, on a Aster en haut, ensuite on a Hyperion, et puis on a Landsat et Tempus. Donc, vous voyez que lui, je ne sais pas, il est rempli. Il prend dans tout, il ne laisse aucun détail passer. Si ce n'est pas peut-être à cause des fenêtres atmosphériques, ce genre d'image, alors imaginez si on le sort et il prend tout. Parce que si ce n'est pas de l'autre côté, dans l'espace atmosphérique, et qu'il a la possibilité de recevoir toutes les espèces, sans exclusion. Vous voyez un peu comment les images, ça c'est des images ultraspectrales. Vous voyez que ces choses existent, on voit tous ces spectres avec ces images, c'est que les choses ailleurs, surtout dans le domaine militaire, les gens ont beaucoup travaillé avec ces images. Et donc ici, c'est plus de 1000 bandes. Donc c'est encore plus dense que l'image hyperspectrale, mais généralement, ces deux-là ont à peu près le même système de traitement. Et ça, c'est juste c'est certainement un minéral. C'est certainement un minéral. Ce n'est pas une roche. Vous voyez? Mais il est vu. C'est-à-dire, dans sa petitesse, dans une roche, il est observé. Vous voyez la capacité de ces images ultraspectrales. Toujours ultraspectral, le capteur AIRS est l'un des systèmes les plus avancés de sondage atmosphérique, présente une forte corrélation dans les régions spectrales d'Ion. Il y a donc une différence entre les données, écoutez bien,
Il y a donc une différence entre les données ultraspectrales et les données hyperspectrales en termes de volume de données à stocker, de domaine d'utilisation et de contraintes d'utilisation. Donc, si je vous demande quelque part là-bas, ne me dites pas que c'est la même chose. Ils sont semblables. Donc, bon, on a plus ou moins vu ça déjà. Voilà. Et donc, voici un peu ces choses sur les images, mais ce n'est pas fini. On va finir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ou bien des apports? Tout est en ligne. Et donc, lorsqu'on a fait le cours de base fondamentale, on a vu un certain nombre de méthodes générales de traitement. Au niveau des images hyperspectrales, il faut les traiter. Donc, il faut les traiter. Et puis les images ultraspectrales, il faut les traiter. OK, donc on va, s'il n'y a pas de questions, je vais mettre fin à l'enregistrement.